Rebonjour, je m'appelle Laura Innocenti. Je suis, on en parlait hier soir, je suis une frontalière aussi parce que je dirais même une nomade, voire une pure européenne, donc italo-française, italienne, accueillie dans votre pays depuis quelques années maintenant, dans les années 98, pour poursuivre un parcours de réflexion dans votre pays qui a justement a créé un écotone intéressant entre la politique et la culture. Parce que vous êtes le seul ministère au niveau au niveau européen à avoir défini une réflexion autour de la culture en termes de politique culturelle. Tout ça pour vous dire que j'arrive d'un cursus universitaire bruxellois où je me suis spécialisée par une agrégation en histoire de l'art. Donc, j'étais convaincue que la question de la transmission, et c'est toujours quelque chose qui m'anime, pouvait être justement le chemin. Et puis, en venant en France, j'ai travaillé sur des concepts qui étaient la médiation. Ça peut être aussi quelque chose qui vient en écho à cette journée. Et les universités françaises, autant sur des questions de médiation culturelle que sur des questions de philosophie et éthique, que sur des questions de management participatif, que sur des questions de laïcité, ont nourri mon parcours depuis 20 ans où j'exerce à Bergonier. Enfin, je crée des espaces de diplomatie dans cet hôpital. On va dire ça comme ça. C'est très difficile. Hein. J'ai pris mes fonctions en 98, que j'ai dit en 2002, pour mettre en mouvement et en vie un espace de rencontre et d'information. C'est un lieu d'accueil, d'écoute et d'information. Ça s'appelle les IRI. Il y en a un peu partout et c'est des lieux d'écoute, d'accueil des patients et des familles. Et puis progressivement, la question de la culture m'a animée parce que la question de la rencontre justement fait appel à la question de la diversité et des droits culturels. Et la question de l'éthique m'a nourri au département de philo en suivant un pasteur sur les questions de vie humaine, médecine et santé. Et puis la question de la laïcité aussi, parce qu'au fond, c'est toutes ces zones-là frontalières entre la personne, l'institution, le soin, cette liberté de conscience que chaque patient a en soi, mais quand il vient sur le territoire de l'hôpital, comment il la met ou il la préserve, comment il la vit. Et puis progressivement, la question de l'éthique, évidemment, a été un chemin de plus en plus investi avec le tissu associatif et la question du droit du patient pour permettre qu'effectivement des dialogues euh, dans l'hôpital puissent exister et réunir des gens de différents horizons, que ce soit des médecins, que ce soit des usagers, que ce soit des juristes, que ce soit des géographes, des politiques, des philosophes, des artistes et la communauté professionnelle et le citoyen. Donc aujourd'hui, vous écouter, c'est se rendre compte que, ben oui, c'est une diversité de points de vue et d'expériences et qui peuvent permettre les conditions d'un débat, de dialogue sur des vérités entre le dedans et le dehors. Et je rejoins votre point de vue, c'est-à-dire qu'au fait, c'était pas hôpital, c'était politique et soins. Donc, merci de l'avoir remis en lumière et ça nous alimentera justement. Et je nous sens très à l'aise pour nous dire des choses aujourd'hui, sans être nécessairement dans le savoir, mais dans le fait de pouvoir exprimer ce que chacun d'entre nous vit de sa place, parce que c'est important qu'on puisse se les redire, ces choses-là, et en faire sûrement des choses dedans, dehors et ensemble. Merci de m'avoir accueilli. Et Monsieur Blo, qui êtes-vous? On n'a pas répété. Merci encore une fois à vous tous, Élise, Julie, Dauphine et toute l'équipe de votre accueil. C'est un plaisir de venir ici, non pas tellement pour Bordeaux, parce que je connais pas bien, mais pour vos équipes, que ce soit Bergonier ou Bagatelle, c'est juste magique. Donc moi je m'appelle François Blot, je suis médecin réanimateur et je préside le comité d'éthique avec Gustave Roussy, c'est marqué là. Mais je suis aussi probablement un exemple assez bon de cette diversité, cette frontalisation, si je puis dire, puisque j'ai commencé comme pneumologue, pas longtemps, hein. J'ai fait un tout petit peu de mon internat là-dedans, et puis très vite, le fait d'être un spécialiste d'organes et d'un seul lieu m'a pas trop plu.
J'étais assez tenté par la réanimation que je conçois comme un soin de support. Ça fait un peu bondir certains de mes collègues, mais qui, pour moi, c'est juste ça. C'est de la médecine interne de l'aigu, et donc c'est de la médecine générale. Et simplement, voilà, quand il y a besoin d'un instrument, on s'en sert, mais c'est juste anecdotique. Et puis, comme je travaille dans un hôpital de cancérologie, j'ai éprouvé très vite le besoin de comprendre pourquoi un patient de cancérologie vient en réanimation ou n'y vient pas quand il aurait dû y venir, ou il vient dans des mauvaises conditions, ou pas informé, ou lui ou sa famille, etc. Donc, je suis très vite monté en amont, sorti de mes murs, et allé voir dans les services de cancéro pour discuter avec les cancérologues et avec les équipes du pourquoi, du comment. Et donc est arrivée une démarche qui a été beaucoup plus transversale, que j'ai menée de front avec la réanimation, qui m'a amené à faire, d'abord à monter le comité d'éthique et à en prendre la présidence en 2014, parce que pour moi ces réflexions-là sont absolument indissociables. Et puis à travailler sur sur l'anticipation palliative, sur l'identification la mise en place d'instances collégiales, et puis de travailler sur la prise de décision partagée. Donc, vous voyez, prise de décision partagée, on est pile poil dans l'interface entre différents savoirs et différentes valeurs et préférences des uns et des autres. Donc, voilà, et donc j'ai quitté la réanimation depuis 3 ans, en tout cas la chefferie de Réa, et je suis content d'être nulle part, en fait, et partout. Parce que ça permet de rencontrer tout le monde et de faire vivre des choses qui nous sortent d'un petit environnement, d'un cocon faussement sécurisant. Voilà, donc ça c'est ma petite version à moi de l'Ecotone. Et on va maintenant donner la parole aux 2 intervenants qui suivent. Ça va? C'est bon, on est dans le... Donc le docteur Adrien Calmu, qui est gériatre et spécialisé en oncogériatrie, donc tout le monde probablement ici connaît, qui travaille à Bagatelle, et le docteur Marie-Hélène Ducoing, médecin de soins palliatifs, également de Bagatelle, et qui vont disserter sur la question de la semence, de semer et de repérer les besoins. Et on laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, pour mettre en œuvre la coopération co-palliative, il faut déjà se poser la question du repérage des besoins et de savoir comment repérer les patients en situation palliative. Et c'est une question qui est complexe et qui ne se résout pas à un outil. Notre mission aujourd'hui, c'est d'essayer de vous présenter les outils le plus simplement possible. Ils sont nombreux. Donc on a fait des choix, on a sélectionné certains outils à présenter qui nous semblent être plus intéressants pour la pratique quotidienne. La première chose, c'est que pour identifier les patients, la population requérante en soins palliatifs, il y a des études, il y a des épidémiologistes qui se sont posé la question dans les années 2000, surtout les Canadiens, et qui ont travaillé sur l'identification des patients relevant de soins palliatifs. Et ils sont partis des motifs de décès. Dans les motifs de décès, il y a le cancer et il y a aussi les insuffisances d'organes. C'est toujours vrai à l'heure actuelle en France. C'est l'Atlas de la fin c'est l'Observatoire de la fin de vie, c'est l'Atlas de la fin de vie qui recense, il y a une 2e édition qui est sortie en 2020, qui recense les principaux motifs de décès en France. Et c'est par ce biais qu'on identifie dans un premier temps les populations requérantes en soins palliatifs. Les 3 motifs de décès à l'heure actuelle en France sont les cancers et les insuffisances d'organes, dont principalement la maladie cardiovasculaire et les insuffisances respiratoires. Pourquoi est-ce qu'on introduit le propos comme ça? C'est parce que la pathologie oncologique en elle-même n'est pas le seul motif pour être un patient qui relève de soins palliatifs. Et en réalité, les insuffisances d'organes, elles sont essentielles. On a beaucoup de patients qui sont comorbides et qui peuvent être en situation palliative de par leur insuffisance d'organes. D'ailleurs, parfois plus que par leur pathologie oncologique. C'est bien l'association des deux qui doit nous faire penser au caractère palliatif. Il y a aussi le syndrome gériatrique, on va le développer un petit peu après, qui vient dire des critères de fragilité, des éléments de complexité qui font que la situation est palliative. Les maladies neurodégénératives, alors on pense à la SLA,
Mais la maladie neurodégénérative qu'on connaît le mieux finalement, c'est la démence d'Alzheimer. Et on a beaucoup de patients qui, par ces critères de fragilité, sont aussi en situation palliative. À côté, vous avez les trajectoires de fin de vie. C'est-à-dire que quand ces travaux ont été menés pour identifier la population requérante en soins palliatifs, l'équipe de Murray a travaillé sur les trajectoires de fin de vie. Évidemment, elles sont schématiques, mais elles sont très parlantes. Vous voyez qu'en noir, vous avez le déclin rapide. Ça concerne essentiellement le cancer. C'était vrai en 2005, ça l'est probablement moins aujourd'hui, parce qu'il y a l'essor de l'immunothérapie en pneumologie, qu'il y a de nouvelles thérapies qui permettent de peut-être plus avoir ce déclin rapide. Ce qui est intéressant dans le déclin rapide, c'est qu'on voit que le patient maintient un état fonctionnel longtemps, correct, et puis que le déclin est très rapide. Le problème, c'est que souvent, l'identification du patient relevant de soins palliatifs en oncologie, elle arrive sur la chute. Et la chute, c'est la phase quasiment terminale. Et nous, le propos aujourd'hui, c'est au contraire de venir identifier les patients relevant de soins palliatifs précocement, beaucoup plus tôt. Et puis en réalité, ce n'est pas aussi schématique parce que la plupart des patients relevant de soins palliatifs, ils ont aussi des insuffisances d'organes et que vous voyez que le déclin graduel qui est en rouge, c'est beaucoup moins clair. Ça ressemble au diagramme de Bouchon, pour ceux qui le connaissent en gériatrie. C'est vraiment la question de l'épisode aigu sur un état fonctionnel déjà en train de se dégrader qui vient altérer ponctuellement, même s'il y a une récupération, la récupération ne se fait jamais à l'état basal et progressivement, le patient altère son état de base et ça conduit au décès. Et là déjà, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas un déclin rapide, un déclin net, de venir identifier l'aggravation. Donc on va moins identifier la phase terminale et en même temps c'est plus intéressant, ça ressemble plus à notre patientèle. Ça dit de la nécessité de venir tôt se poser la question, est-ce que mon patient relève de soins palliatifs? Et la dernière, c'est le déclin lent. C'est vraiment le patient d'EHPAD, grabataire, avec des troubles cognitifs, pour qui il est très peu prévisible de savoir à quel moment on est toujours surpris de ces patients qui font des complications, qui ont une fracture, font une infection, et dont vous voyez la trajectoire de fin de vie est difficile à anticiper. Le concept de continuité des soins, c'est quelque chose qui est connu, qui est adapté d'un schéma de l'OMS, qui a été repris par l'AFSOS en 2011. Ça, c'est vraiment pour amener la notion qu'il n'y a pas une frontière nette entre la phase curative et la phase palliative. Et que l'intérêt de l'identification des patients relevant de soins palliatifs précoces, elle est qu'on va arriver de plus en plus tôt dans la phase palliative. Je ne vais pas redétailler, mais la phase palliative spécifique, c'est cette zone frontière, le moment où le patient ne peut plus être guéri, mais où pour autant, on va proposer des traitements. On n'a pas forcément l'idée de la durée de vie, mais c'est déjà un patient qui relève de soins palliatifs. Et c'est vraiment ça le propos aujourd'hui. Il nous a semblé avec le docteur, mon confrère qui est oncogériatre Adrien Calmu, qu'il fallait le présenter en 2 temps, l'identification. Il y a déjà l'identification globale, l'identification de tous les aspects pour une prise en charge holistique dans toutes ses dimensions. Et ce qui traduit le mieux ça, c'est la consultation d'oncogériatrie. Parce que ce sont des patients en situation gériatrique avec déjà des critères de fragilité, des critères de complexité. Et finalement, c'est une consultation standardisée, c'est ce que va nous expliquer Adrien, qui recense tous ces éléments qui sont importants dans la clinique quotidienne. Et puis moi, dans un second temps, je vous présenterai les outils de la littérature. Merci Marie-Hélène. Alors, je remercie l'équipe de soins palliatifs de Bagatelle de m'avoir fait confiance pour cette présentation. Je vais vous faire une présentation rapide de où, quand, comment ça se passe une consultation d'oncogériatrie. Donc, déjà, la consultation d'oncogériatrie, elle doit se placer à la phase initiale du diagnostic de maladie cancéreuse chez un patient âgé, quand on se pose la question de quelle prise en charge on va mettre en place pour ce malade. Ce sont les médecins oncologues ou spécialistes d'organes qui vont prendre en charge le malade sur la maladie cancéreuse, qui m'adressent les patients directement via 2 modalités. Il y a un questionnaire de dépistage qui a été validé, qui est le questionnaire G8 qui vous est présenté. En gros, ça permet de screener très rapidement l'état général du malade qu'on a en face de soi. Il y a plusieurs items comme la motricité, l'IMC.
En gros, on dit si c'est moyen, bon ou mauvais, ça rapporte des points. Et si le score est inférieur ou égal à 14, il y a une indication à faire une évaluation oncogériatrique parce que ça révèle une vulnérabilité. Ça, ce n'est pas la majorité des cas qu'on m'adresse. La majorité des cas, c'est dans la vraie vie le ressenti du médecin qui a son malade en face de lui, qui voit qu'il est âgé, fragile, et qui sent bien qu'il y a un bénéfice pour lui à profiter d'une évaluation d'oncogériatrie pour la suite de la prise en charge. Pourquoi on m'adresse les malades en oncogériatrie? Il y a 3 principaux intérêts. Le premier, c'est de valider d'un point de vue gériatrique la prise en charge oncologique du malade qu'on a en face de soi. Souvent, on me dit « je trouve ce malade trop fragile, trop âgé, trop fatigué pour bénéficier d'une prise en charge spécifique oncologique. Est-ce que tu peux me valider ça ?» Deuxième situation, on me dit « je pense que le malade en face de moi pourrait bénéficier de 2 prises en charge différentes mais déjà adaptées à son caractère fragile, une chirurgie seule ou une hormonothérapie seule. D'un point de vue gériatrique, laquelle te paraît la plus pertinente pour ce malade ?» Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça permet de prendre en charge, d'un point de vue gériatrique, le malade de plus de 75 ans qui a une maladie cancéreuse évolutive. Donc, en fait, je vais analyser le malade sur tous les plans, comme l'a bien dit Marie-Hélène, et je vais rechercher les critères de fragilité. Les critères de fragilité en gériatrie, c'est la diminution des réserves fonctionnelles, une vulnérabilité qui va se manifester par des complications ou des altérations de la qualité de vie accrues en cas de stress, quel qu'il soit. Et le cancer, comme le traitement anticancéreux, sont 2 gros facteurs de stress. La troisième partie, c'est je vais chercher, à mon niveau, à anticiper les complications futures que peut entraîner les comorbidités du malade, sa maladie cancéreuse et le traitement anticancéreux s'il y a lieu, pour voir à quel niveau et à quelle importance ça peut altérer sa qualité de vie ou provoquer des symptômes d'inconfort. L'idée, c'est de ne pas perdre de temps et de pouvoir orienter vers une équipe de soins palliatifs pour que le patient vive mieux sa fin de vie. En pratique, c'est une consultation qui est standardisée. Donc normalement, que l'évaluation soit faite à Bordeaux, Nantes ou Limoges, vous aurez les principaux éléments qui sont détaillés à droite. C'est une consultation qui est multidimensionnelle. J'analyse systématiquement toujours les mêmes items pour tous les malades, quel que soit le motif d'envoi. Et ça va du statut nutritionnel au statut psychique, l'examen clinique, les traitements, mais aussi l'environnement social, l'autonomie, le nutritionnel. Pour ça, j'utilise, moi, à titre personnel, les échelles qui sont mises entre parenthèses, que vous connaissez sûrement, l'ADL, l'IADL, le MMSE pour les troubles cognitifs, le CAM pour la confusion. L'important, ce n'est pas tant les échelles qu'on utilise, c'est surtout de bien screener le malade sur tous ces plans de manière systématique. Le but étant de bien relever tous les critères de fragilité qui ne paraissent pas forcément évidents au premier regard. On a des malades que je reçois qui paraissent très bien, quand on discute avec eux 5 minutes, qui arrivent sur leurs 2 pieds, bien pomponnés, et quand on screen, on relève un nombre incroyable de critères de fragilité qui nous poussent à récuser le patient d'une prise en charge oncologique, alors qu'au premier regard, on serait plutôt favorable. Et c'est une consultation qui est longue. Il y a le temps de faire tout ça, bien sûr, mais il y a aussi un long temps d'échange avec le patient ainsi que son accompagnant, qui est souvent son aidant principal. En fait, je reviens avec eux sur les grandes lignes de la maladie oncologique, être sûr qu'ils aient bien compris ce qui se passe actuellement. Je reviens brièvement sur les avantages et les inconvénients de chaque prise en charge qui ont été proposés par le médecin référent qui va prendre en charge la maladie cancéreuse. Et j'essaye de les associer le plus possible à ma réflexion tout au long de la consultation en relevant avec eux tous les critères de fragilité. Et à la fin, je vois quand même avec eux, je leur explique les complications que je pense qui vont pouvoir survenir avec les altérations de la qualité de vie et l'inconfort qui peut arriver derrière, en restant quand même assez, pas très précis, mais qu'ils aient quand même une idée de ce qui peut se passer. Pour la suite, le médecin qui m'a adressé le malade, j'essaie de lui répondre le plus vite possible, dans les 24 heures, réponse rapide. J'envoie forcément tout ce que j'ai fait, toute l'évaluation aux médecins généralistes qui sont quand même souvent en première ligne, derrière, et aussi aux médecins référents qui pourraient entrer dans la prise en charge de ce malade. Et pour les malades chez qui il n'y aura pas de prise en charge spécifique oncologique, à titre systématique, je les adresse à mes consoeurs des soins palliatifs, mais aussi pour les malades à qui j'ai pu détecter qu'il y a un risque d'altération de la qualité de vie du fait de ses comorbidités, de son traitement anticancéreux ou bien de l'évolution de la maladie oncologique, je les adresse systématiquement aussi à mes consoeurs des soins palliatifs.
Concrètement, je dis aux malades, il y a un risque que vous ayez des symptômes d'inconfort liés à tout ça. Ce risque, on peut l'anticiper et on peut déjà préparer la réponse qu'on va y apporter. Le but étant que lorsque ça arrive, tout soit organisé, que soit pris le plus rapidement en charge, le mieux en charge et de manière de plus personnalisée. Et ça, c'est le travail de mes consoeurs des soins palliatifs. À l'heure actuelle, de ma petite expérience, je n'ai jamais eu aucun refus de patients qui ne souhaitaient pas voir les soins palliatifs quand c'était amené de cette façon. Donc en synthèse, l'évaluation cogériatrique, c'est au temps initial du diagnostic. Ça permet de discuter et de valider d'un point de vue gériatrique la prise en charge oncologique. Ça permet de faire une prise en charge gériatrique du patient atteint de cancer. Et ça permet surtout de dépister et d'essayer de prendre en charge le plus rapidement possible les patients qui sont à risque d'altération de qualité de vie ou d'inconfort via nos consoeurs des soins palliatifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adrien. Donc voilà, c'était vraiment très parlant sur l'évaluation globale dans tous les items. C'est vrai pour la population gériatrique, mais même si on ne fait pas forcément toutes les échelles de dépendance pour les patients plus jeunes, c'est vrai pour les patients en oncologie de façon générale. Dans les outils de repérage, il y en a énormément. Ils sont plus précis. Concrètement, il y a 3 types d'outils. Et comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Il y a les outils d'état fonctionnel, les outils de performance. Ce qu'on connaît le plus, c'est peut-être le Karnofsky ou le Performance Statut. Il y a les outils d'identification du patient relevant de soins palliatifs. Et puis, il y a les outils pronostiques. Ces outils ne sont pas indépendants les uns des autres, dépendent même, souvent, il y a la nécessité, par exemple, d'évaluer l'état fonctionnel dans un certain nombre d'outils. Et puis surtout, ils ne sont pas à utiliser seuls. Voilà, c'est schématiquement la façon dont on peut présenter les types d'outils. Ces types d'outils, il y en a beaucoup par catégorie. Et donc l'idée, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est d'en présenter un par grand type qui peut, dans la pratique quotidienne, être utile et être assez parlant. Voilà, les outils d'identification des patients en situation palliative, il y en a beaucoup, et encore, ce n'est pas une liste exhaustive. En 2013, au moment de l'EAPC, il y avait eu une étude très intéressante qui a recensé les principaux outils américains, européens, qui sont utilisés pour identifier les patients relevant de soins palliatifs. Ce sont les 7 premiers, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Les 4 premiers sont américains, les 3 suivants sont européens. Ce qui est intéressant, c'est quand même de garder l'idée du SPICT. Le SPICT, il existe en français, il a été traduit, il est validé en français. Il suffit de taper spict.fr sur un moteur de recherche, et il va sortir. Et il liste les critères de fragilité, les critères d'incurabilité de la maladie, de façon assez simple. Le défaut du SPICT, c'est qu'il n'y a pas de cut-off. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Tiens, j'ai 3 critères sur 4, donc mon patient relève de soins palliatifs ». J'ai ajouté en bas de la liste le PCARES, qui est un outil américain qui est plus récent, qui a été validé uniquement dans le cadre des urgences pour repérer de façon assez simple les patients en situation palliative. C'est aussi disponible sur Internet, il est très bien fait, mais il est vraiment, en tout cas l'article dit qu'il est à garder pour les situations de patients arrivant aux urgences. Ce qu'il faut retenir dans ces outils d'identification, c'est qu'ils ont beaucoup de points communs. Parce que là, on ne peut pas tous les détailler. Dans les points communs à relever, il y a d'abord la question surprise. La question surprise, ça date de 1996, et pourtant c'est toujours autant utilisé. C'est « Seriez-vous surpris si votre patient venait à décéder dans les 6 à 12 prochains mois ?» C'est vraiment une question qui vient interpeller sur l'intuition clinique. En fait, elle est fondamentale. Elle ne peut pas être utilisée seule, la question surprise, mais c'est vraiment une question qu'on peut se poser au quotidien auprès de ces patients. Est-ce que je serais surpris si mon patient venait à décéder dans l'année à venir, concrètement ? Si ce n'est pas le cas, on peut utiliser une échelle. Et vraiment, dans la plupart des outils d'identification, elle est présente, cette question surprise. Après, il y a des indicateurs généraux, et vous voyez qu'on commence à se recouper avec ce qu'a pu dire Adrien sur l'état, le déclin fonctionnel. J'y viendrai après sur les outils du déclin fonctionnel, notamment le Karnofsky ou le Performance Status. La perte de poids, ça revient beaucoup dans quasiment tous les outils. Perte de poids et ou, donc c'est soit le poids, le pourcentage du poids, soit le taux d'albuminémie, soit l'IMC. Il y a vraiment une notion autour du poids. Le nombre d'hospitalisations, alors c'est pas que le nombre d'hospitalisations, c'est le fait que l'hospitalisation n'était pas prévue, qu'elle se répète,
que l'hospitalisation est longue. Tout ça sont des indicateurs généraux qui doivent nous faire penser que la situation est palliative. Et puis, il y a d'autres critères généraux, et notamment des symptômes qui ne seraient pas soulagés, et la présence de comorbidité. Et ensuite, dans ces outils, j'ai juste mis 2 exemples. Il y a des indicateurs spécifiques de la maladie qui fait le caractère palliatif de la situation. Par exemple, dans les insuffisances respiratoires, l'oxygénothérapie au long cours, un patient dans une insuffisance respiratoire qui a une oxygénothérapie au long cours pour laquelle il n'y aura pas d'arrêt, c'est une situation palliative. Voilà, c'est vraiment, ça c'est très clair. La dyspnée au moindre effort NYHA4 qui ne va pas régresser parce que les traitements sont déjà optimaux, c'est un patient insuffisant cardiaque qui est en situation palliative. Ça ne veut pas dire qu'il est en phase terminale. C'était vraiment le départ du propos. À mon sens, là c'est un parti pris, le meilleur outil à l'heure actuelle d'identification des patients relevant de soins palliatifs, qui est traduit en français, c'est le PICT. Le PICT, c'est un outil belge qui est dérivé du SPICT. Donc je disais tout à l'heure que le SPICT, son défaut, c'est qu'il n'y a pas de cut-off. Le PICT, il est construit, c'est un algorithme décisionnel, il est construit avec un cut-off. Vous devez répondre non à la question surprise, avoir 2 indicateurs de fragilité, un critère d'incurabilité de l'affection létale. Il est disponible également sur Internet. Alors, le PICT, il est très, très intéressant. Là, je vais vous parler de la partie identification du patient relevant de soins palliatifs, mais il a aussi une échelle de sévérité. Là, on ne va pas développer. Il est vraiment très bien fait et il est disponible. Donc, on garde cette question surprise. On passe au 2e filtre, les indicateurs de fragilité. Là, il est présenté autrement. Normalement, vous avez 7 items et vous cochez. Et si vous en cochez 2, vous passez au filtre suivant. Là, on a mis des petits chapeaux. La question du déclin fonctionnel, qui revient sans cesse, c'est un indicateur de fragilité. La perte de poids, soit en pourcentage, soit l'IMC, soit le taux d'albuminémie. L'absence de contrôle symptomatique, ça aussi, ça doit faire penser. Je mène un traitement optimal symptomatique chez mon patient et il n'est pas soulagé. Les comorbidités, le caractère aggravatif par le nombre d'hospitalisations, les hospitalisations imprévues, ce n'est pas qu'en gériatrie que ça doit interpeller. L'intensification des soins, le besoin d'avoir une infirmière plusieurs fois à domicile, le besoin de plusieurs professionnels de santé à domicile. Et puis la volonté du patient, si le patient est en demande de soins palliatifs, en refus d'un traitement qui viserait à prolonger sa vie, évidemment, c'est un indicateur de fragilité. Si vous en avez 2, vous passez au dernier filtre. Tout n'est pas listé. Évidemment, il y a 9 points qui détaillent précisément ce qui a été défini comme les critères d'incurabilité par type de pathologie. Aujourd'hui, le choix est fait de présenter ceux des spécialités qui sont présentes avec nous, oncologie, pathologie respiratoire, pathologie digestive et le syndrome gériatrique. Le syndrome gériatrique, c'est probablement un des outils qui liste le mieux, avec un cut-off, la façon dont on peut penser le patient gériatrique en situation palliative. Je vous laisserai en prendre connaissance, mais vraiment, c'est associer l'incapacité de se déplacer, alors c'est ensemble, hein, c'est pas et ou, c'est de se déplacer, de s'habiller, de se laver et de manger seul, sans l'assistance d'un tiers, c'est vraiment la dépendance associée à au moins un de ces critères suivants, l'incontinence urinaire et fécale, le refus alimentaire, la perte de l'appétit, l'incapacité à parler, à communiquer, les antécédents de chute répétée ou une chute compliquée, combien ont des chutes compliquées avec des fractures du col, la dysphagie, les pneumopathies d'inhalation. Vous voyez que finalement, des patients gériatriques qu'on n'aurait pas identifiés comme étant en situation palliative, il y en a beaucoup. En ce qui concerne les autres outils, c'est-à-dire les échelles de performance, je les ai cités tout à l'heure. La 3e, et c'est ce qui est intéressant, c'est le PPS, c'est le Palliative Performance Scale. C'est celle qu'on utilise le plus. Je vous présente succinctement après. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est une échelle de performance, mais qu'elle est aussi validée comme outil pronostic. Et c'est bien pour ça qu'elle est frontière et partie intégrante des outils pronostiques. Il y a une revue de la littérature récente dans une étude de 2002 qui est française, qui s'appelle OncoProno, qui est très bien faite, qui est venue lister les principaux outils pronostiques. Alors, ils n'y sont pas tous, ils expliquent bien pourquoi ils ont écarté certains outils. Donc, et en fait, il y en a 5. Il y a le PPS plus les 4 que vous voyez en dessous. Et ensuite, ils sont allés interroger les oncologues et les médecins de soins palliatifs sur l'utilisation qu'ils faisaient de ces outils pronostiques et sur la connaissance qu'ils avaient de ces outils.
Tout ça pour vous dire que le PPS, à l'heure actuelle, il est à la fois échelle de performance et outil pronostic, et il est probablement aussi à inclure dans nos pratiques quotidiennes. Il permet en plus, dans le temps, de réévaluer l'état fonctionnel du patient. Le voilà. C'est juste une petite précision, c'est pareil, c'est disponible très facilement. Il se lit et il s'interprète dans ce sens-là, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Vous regardez d'abord la mobilité, vous prenez le palier de la mobilité, puis de l'activité de l'intensité de la maladie, et ainsi de suite. Dernier outil qu'on présente ce matin, c'est Pronopal. Pronopal, c'est un outil pronostic. Il est français également. Il est très facile d'utilisation et il va permettre d'aider dans la stratégie thérapeutique et en réalité dans le dialogue avec les oncologues concernant la mise en place, l'arrêt, la pause thérapeutique chez les patients en oncologie. Il est validé 2 fois, en 2017 et en 2019, donc chez les patients de plus de 18 ans, et il a été revalidé spécifiquement dans la population gériatrique pour 7 cancers uniquement. Voilà, il se présente comme ça. Il y a 2 items cliniques, 2 items biologiques, l'état fonctionnel, le nombre de sites métastatiques, le taux d'OLDH et l'albuminémie. Ce sont des choses simples, même à prescrire sur un bilan biologique en vide. Et ça permet d'avoir une survie médiane et d'avoir des éléments concrets et objectifs pour dialoguer avec l'oncologue. Les échelles, tous les outils qui ont été présentés, ils ne sont évidemment pas des instruments autonomes, mais ils vont permettre de dialoguer avec le patient, avec son entourage et avec les autres professionnels de santé sur la prise en charge. Je vous remercie. On va enchaîner les présentations avant de passer aux questions. C'est ça, on fait comme ça. Donc là, on va parler de Voltaire et Candide avec Cultiver son jardin, avec le docteur Armel Refait, oncologue digestif à Bagatelle, et le docteur Élise Chartier, médecin de soins palliatifs également à Bagatelle. Merci. Je suis content de participer à ces journées d'études et de réflexion. Je dirais presque plus, on aurait pu les appeler les journées d'études, d'échanges, d'écoute et de réflexion. On va parler de l'incurabilité, de l'annonce. On va parler de toute une série de thèmes qui sont assez difficiles. Et on va essayer de voir comment on peut sortir des colloques singuliers, c'est-à-dire de la médecine telle qu'on nous l'a appris et des soins tels qu'on nous les a enseignés. Alors, tout d'abord, on va parler de l'annonce de la situation palliative et de l'incurabilité. En fait, c'est assez simple, l'annonce, c'est difficile. C'est difficile pour l'orateur, donc j'ai pas essayé de préparer un thème très riche et très scientifique, mais la consultation d'annonce et l'annonce de l'incurabilité, elle est difficile. Elle est difficile pour le patient, on l'imagine bien, mais elle est aussi difficile pour le médecin. Et elle doit le rester difficile, parce que c'est cette difficulté qui permet de rester à l'écoute des gens. C'est un processus encadré, je n'y reviendrai pas. L'incurabilité, lorsqu'on ouvre un dictionnaire, c'est ce qui ne peut être guéri, ce qui est irrémédiable. Donc c'est déjà quelque chose qui plombe un petit peu la relation qu'on va avoir et l'échange qu'on va avoir avec le patient. C'est dire ce qui ne peut être entendu et écouter ce qui ne peut être compris. J'ai tout à l'heure écouté l'intervention de notre collègue psychanalyste, et on a parlé du réel, et en fait c'est la brutalité du réel. Quelle que soit la façon d'enrober sa consultation d'annonce, quelle que soit la façon d'y venir, de l'introduire, elle est d'une brutalité et d'une violence qui est innommable. Rien n'est plus comme avant, mais rien n'est plus comme avant pour le patient, mais aussi pour le médecin. Ce qui fait que la consultation d'annonce, et l'annonce, c'est une rencontre. Et c'est une rencontre qui, lorsqu'elle se déroule correctement, va souder la relation entre le médecin et son patient. Bien évidemment, il y a des freins, il y a des mécanismes de défense. Je pense que, Élise, tu y reviendras. Le phénomène de sidération du patient, et puis aussi la défense du médecin qui va, devant sa difficulté, rentrer dans un scientisme, un discours qui est complètement inentendable par le patient sur les soins, les thérapeutiques, comment ça va se passer, les pronostics, les choses comme ça. Tout ça, je ne souhaite pas vous en parler. Le préalable à la consultation d'annonce et le préalable à la discussion autour de l'incurabilité, c'est de savoir accepter la mort. C'est pareil, c'est difficile d'accepter la mort. Moi, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. La mort, j'ai appris ce que c'était en fait quand j'étais interne en médecine.
la première fois que j'ai été faire un constat de décès en plein milieu de la nuit. À aucun moment, au cours de mes études médicales, au siècle dernier, on m'avait parlé de la mort, on m'avait dit que la mort faisait partie de la vie et qu'un jour je serais confronté à la mort. Moi, j'avais été formé comme un médecin qui devait soigner, guérir, hein. C'était un petit peu le but ultime. Il faut laisser de l'espoir sans mentir. Alors, j'ai pris cette citation de Zweig pour rebondir un petit peu dessus. Le médecin qui accepte d'avance l'idée d'incurabilité, il déserte sa tâche, il capitule avant la bataille. Il faut se poser en porte-à-faux avec cette phrase. En fait, il faut accepter la situation d'incurabilité. Elle fait partie de notre vie, elle fait partie de notre cheminement personnel. Et l'incurabilité, au contraire, c'est pouvoir proposer des solutions aux patients en termes oncologique spécifique, ça c'est mon domaine, mais également en termes de soins de support. Et je préfère ce soin de support aux soins palliatifs. Il est, à mon sens, plus ouvert et plus représentatif de ce que doit être la médecine en 2023. Élie, je te laisse parler de la décision partagée. Oui, c'est important de s'arrêter tout de suite sur ce qu'on va devoir dire, parce qu'on nous y incite quand même, depuis notamment 2002, où on a ce devoir-là d'informer le patient pour qu'il puisse consentir aux soins qu'on lui propose et de façon éclairée. Donc en fait, on a un devoir d'information, et ce devoir-là, il est mis dans la loi. Et donc il faut, oui, effectivement, il va falloir naviguer avec ça. Il va falloir accepter que oui, on a des choses difficiles à dire. Et effectivement, la question de l'incurabilité, la question de la mort, bah, ça fait aussi partie des soins. Parce que si on ne l'intègre pas d'emblée dans nos prises en charge, bah, chaque décès de patient va être vécu comme un échec. Et un échec personnel. La décision du patient qui serait informé, qui serait éclairé, c'est un modèle qui finalement est en voie d'être un peu dépassé. Parce qu'il est très asymétrique, parce qu'il met le savoir au cœur du savoir médical. Hein, donc cette asymétrie-là avec une information très très descendante. Et là, il y a un mouvement qui peine un peu à prendre, mais qui est plus vivace dans les pays anglo-saxons, qui est finalement ce mouvement de l'autonomie du patient. Hein, l'autonomie du patient qui doit être acteur, hein, qui n'est pas vraiment dans ce lien très direct, mais qui est vraiment acteur de cette décision partagée, avec une répartition des savoirs. Un nouvel équilibre des savoirs. Et donc finalement, c'est ce dont on va parler là, c'est comment on est passé, et là je vais remercier François Blot pour ce qu'il avait écrit, ça m'a beaucoup aidé pour structurer un peu le discours, mais c'est qu'on passe d'une information qui est informée avec le médecin qui informe son patient, le savoir du côté du médecin, pardon, c'est un bel lapsus, avec une dérive progressive qui a été vers la procédurisation, c'est-à-dire qu'on a donné des notes écrites, j'ai informé le patient, il a signé en bas, c'est bon, c'est fini, merci, au revoir. Et ça a été vraiment une dérive de ce mouvement qui était pourtant, qui était plutôt pas mal, mais on a dérivé vers ça. Et puis ça a en fait pérennisé l'asymétrie qu'on était censé un peu réduire à ce moment-là. Donc voilà, l'essai n'était pas vraiment transformé et on move là, on est en train de passer vers autre chose, ce désir de démocratie sanitaire, hein, de la démarche, de la décision qui serait partagée. Alors partagée avec le patient. Donc là, il va falloir construire, on va tenter de réduire l'asymétrie, on va tenter de passer d'une information très descendante à une information plus linéaire. Voilà. On partage, on échange, c'est une collaboration. On doit collaborer avec le patient en considérant que le savoir est du côté de chacun, différemment, mais pleinement. Et du coup, cette collaboration, cette démarche, ce chemin qu'on prend ensemble, il va permettre la construction d'un projet de soins, un projet de soins qui va placer en fait le patient comme acteur et le médecin qui n'est plus seulement prescripteur, mais vraiment un conseiller, un partenaire. Et puis en fait, alors il y a des recommandations qui ont été faites, et notamment l'HAS avait décrit des petites choses avec plusieurs points, je les ai notés pour m'en souvenir, avec 4 points. C'était en 2018, c'était déjà de pouvoir définir les décisions qui nécessitaient une décision partagée, parce que tout n'impose pas ça finalement, il y a des choses assez claires, il y a des choses assez sur les rails. Donc voilà, pour ces décisions-là, il faut clarifier les décisions à prendre.
2, il faut présenter l'ensemble des options possibles aux patients. Dans ces options possibles, il est même dit il faut présenter celle de ne rien faire. Donc les acteurs de soins palliatifs apprécieront le rien de leur fonction. Et on reste toujours dans ces sémantiques-là. Le 3, c'est de guider le patient dans l'identification de ses besoins, de ses contraintes et de ses ressources. Moi, ça m'a un peu heurté parce que je me dis qu'on n'est pas là pour le guider, on est là pour se laisser guider par lui, pour qu'il puisse lui-même identifier ses besoins, ses ressources et ses contraintes. Et le dernier point, c'était inviter le patient à clarifier le rôle qu'il souhaite avoir dans la prise de décision. Bah, c'est un peu chaud quand même. Parce que si on entend les propos, et notamment de Pénélope Fay, c'est très dur de savoir quel rôle on veut jouer. Ça, c'est quasi impossible, en fait. C'est quasi impossible parce que on voudrait tous être acteurs des décisions, mais est-ce qu'on en est toujours capable? Est-ce qu'on en est capable à tout moment? Et on va le détailler un tout petit peu après, mais c'est un exercice c'est impossible de penser ça. Il y a trop de complexité dans les rôles de chacun pour penser que c'est juste une ligne dans une checklist. Voilà. En tout cas, tout ça, ça avait pour but donc de construire un projet de soins. Et un projet de soins, il y a quand même quelque chose à en retenir aussi, c'est qu'un projet de soins, ça s'écrit, ça se modifie, ça bouge, ça se relit, ça se corrige. Enfin voilà, on bouge avec le patient, avec nous, avec les collègues avec qui on travaille ça. Cette décision partagée, on va voir qu'en fait, elle est un peu complexe à construire et on va essayer de le détailler un petit peu. On va voir qu'il y a plusieurs acteurs qui jouent là-dedans. Armelle va déjà nous présenter du point de vue du médecin. Qu'est-ce que c'est que cette décision partagée? Qu'est-ce qui se joue pour le médecin à ce moment-là? Donc les facteurs de la décision, ils sont multiples, ils sont complexes. On a essayé de les simplifier autour du patient, tout d'abord. Souvent, lorsqu'on reçoit un patient pour une consultation d'annonce, un certain nombre de cheminements a été réalisé sur le plan médical, des examens complémentaires ont pu être réalisés. Et donc, il y a tout d'abord une collégialité qu'il faut avoir avec la médecine de ville et reprendre auprès du patient ce qu'il sait, ce qu'on lui a annoncé, ce qui lui a été dit, ce qu'il a pu lire de ces examens complémentaires, ce qu'il a pu en comprendre, puisque les patients maintenant sont bien informés, se renseignent sur Internet. Et donc ça, c'est le primum novum. Il faut déjà essayer de comprendre un petit peu ce qu'a compris le patient et où il en est dans son cheminement, dans son diagnostic. Bien évidemment, on va prendre en compte aussi les éléments de sa biographie. On n'aura pas le même discours, le même ressenti avec des patients très âgés, des patients jeunes qui vont nous interpeller dans une maladie incurable, leur terrain, leur antécédent, leur vie, leur chronologie. Et puis après, ce qui est difficile et souvent quasiment impossible de déterminer au début, et en tout cas au début de la prise en charge et de cette consultation d'annonce qui vient souvent quand même assez précocement dans la prise en charge, c'est quelles sont les craintes, quelles sont les représentations. C'est des choses qui arriveront probablement plus tard. Les options thérapeutiques, rapidement sur une consultation d'annonce, l'oncologue va déterminer un petit peu quelles sont les options thérapeutiques qui sont à sa disposition, va devoir en parler. Alors bien évidemment, c'est des choses qui bougent beaucoup et en oncologie digestive, les chimiothérapies évoluent, heureusement, l'immunothérapie aussi, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui sont importants, y compris dans les situations palliatives, telles que la radiothérapie ou les chirurgies palliatives. Et bien évidemment, les soins de support, l'aide au patient dans sa globalité, dans son environnement, la prise en charge de la douleur, de la nutrition, le soutien psychologique et le soutien social, ils doivent arriver précocement dans cette consultation d'annonce et dans cette relation avec le médecin oncologue. Puis après, les données scientifiques, il faut bien évidemment en prendre en compte. Alors les données scientifiques, et en tout cas sur les maladies incurables, c'est très rapidement les questions autour de la survie, de l'espérance de vie, ce thème-là de la boule de cristal, j'aime pas le terme, mais qui est important. Et donc, il va falloir qu'on puisse en parler et en discuter avec le patient sans éluder un peu les questions. Et surtout, il va falloir pouvoir en parler de façon collégiale avec nos consoeurs, nos confrères des soins de support, des soins palliatifs, avec le médecin généraliste pour savoir un petit peu dans quelle optique de traitement on se met. Alors, moi, je vais vous parler de mon expérience, qui est une expérience de gastro-entérologue, d'oncologue digestif. Et
Bien évidemment, la survie, c'est quelque chose qui rentre rapidement en ligne de compte. Je vous ai mis les survies nettes standardisées entre 2010 et 2015. Elles évoluent, mais enfin, globalement, les ordres de grandeur sont quand même assez proches. On ne parlera pas de la même façon avec un médecin palliatif, avec un médecin généraliste, d'un cancer métastatique du côlon que d'un cancer du pancréas métastatique ou d'un cancer du foie non opérable. En oncologie digestive, vous voyez bien que malheureusement, les survies standardisées, elles sont assez faibles, assez courtes à 5 ans, et que très rapidement, nous, on alerte plus facilement les équipes des soins de support lorsqu'on est face à un cancer du pancréas, y compris si on n'est pas dans une situation palliative d'emblée, parce que ça peut être effectivement un traitement spécifique, parfois un peu prolongé. Idem dans le cancer du foie, le cholangiocarcinome non résecable, que lorsqu'on parle d'un cancer du côlon métastatique, puisque on voit d'année en année que le cancer du côlon métastatique, les durées de vie se prolongent, s'allongent, et qu'on entre de plus en plus dans un concept qui est un concept de maladie chronique. Donc ces éléments scientifiques, ils sont importants parce que, pour en discuter régulièrement avec mes collègues de soins palliatifs, c'est des éléments qui sont importants pour eux, et nous, on va les alerter différemment en fonction de la pathologie présentée. Je te laisse discuter un petit peu de la décision partagée entre le patient et sa vigilance. Ouais, parce que effectivement, je reprends mes petites notes en même temps. Effectivement, c'est important de s'arrêter sur tous ces éléments-là, mais il faut aussi s'arrêter sur ce que c'est pour le patient, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le patient qui est là dans cette décision partagée avec l'émancipation par l'autonomie. On lui demande de pouvoir prendre des décisions, certes en étant accompagné, mais on considère quand même qu'il est en capacité de les prendre. Donc ça, c'est un postulat, c'est complexe, et en fait, c'est pas du tout certain. L'autonomie, la capacité à prendre des décisions, en fait, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui se décrète ou si c'est quelque chose qui se construit. Et puis, c'est pas toujours possible. Donc, il faut être très vigilant quand on accompagne le patient, parce que il y a quelque chose d'un peu utopique à penser que on peut être rationnel dans les décisions qu'on va prendre au moment même où on apprend une maladie incurable. Ça, c'est le premier choc. On est en proie à des émotions complexes qui envahissent, qui empêchent de penser, clairement. Il y avait une étude dont j'ai perdu les références, et c'est dommage parce qu'elle est assez intéressante. C'était des patients, donc l'annonce d'un cancer filmé, on voit l'oncologue et l'interne. Et en fait, il y a toute cette construction de l'annonce, tous les mots qui sont dits, tout est dit. Derrière, on demande au patient, qu'est-ce que vous avez retenu ? Bon, rien. Rien. Aucun mot ne sort. En fait, ce qui ressort, et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on va retenir, en fait, c'est que ce qui ressort, c'est j'ai eu l'impression que le médecin n'était pas très à l'aise. Ou j'ai l'impression qu'il était plutôt rassuré. Voilà. Donc on ressent, qu'est-ce qui ressort ? L'émotion du médecin. C'est magnifique quand même. C'est-à-dire que la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est la chose qui va passer. Donc soit on part du principe, ça va être le propos juste après, mais cette émotion, va falloir en faire quelque chose, parce qu'elle est là de toute façon. Elle est là, on ne va pas pouvoir l'enlever, donc il va falloir travailler avec. Parce qu'en fait, c'est notre premier outil. C'est nous. Et donc, c'est important de penser que le patient aussi, en fait, il est avec ses émotions et que il y a autre chose. Et le temps de l'annonce n'est probablement pas celui du choix. Et que fonder la décision partagée uniquement par le choix, c'est une erreur. Avant tout, c'est un temps d'écoute, c'est un temps de partage, c'est un temps de construction dans la relation. Après, alors, je ne le fais pas tout à fait dans l'ordre que j'avais prévu, mais cette question de la relation, c'est une relation qui se tisse avec le médecin. Et donc, elle vient aussi chercher l'un et l'autre dans ce qu'ils sont en train de vivre et dans leur propre rapport à la mort. Donc, c'est aussi une relation qui vient abîmer, qui vient mettre un peu en danger. Donc, c'est aussi ça, le colloque singulier, être en face à face, ça met aussi un peu en danger tant le patient que le médecin. Ça nécessite de donner un peu de sa personne, et il y a de la vigilance à avoir là-dessus. Il y a un autre point, c'est que déjà on a pensé dans quel état émotionnel on peut être, mais il y a aussi les gens qui sont autour de nous. Quand on est patient, on n'est pas seul. Et en particulier dans des états de vulnérabilité, que ce soit les patients gériatriques,
Mais de façon générale, tous les patients vulnérables, à partir du moment où on apprend une maladie incurable, on est vulnérable, on est fragile. Et on est entouré de familles, de proches. Et en fait, ça vient aussi guider notre réflexion et du coup, je vais le reposer. Ouais, parce qu'au sein d'une famille, enfin, il y a des complexités familiales, il y a une dynamique qui s'opère et qui vient parfois encore plus opérer, voire bouger, quand on est dans des phases un peu critiques de la vie. Voilà, donc il y a la promesse qu'on a fait à un tel, le conflit d'intérêts qu'on a avec un tel, le conflit de loyauté parce qu'on a promis qu'on allait se battre jusqu'au bout, celui à qui on a aussi promis qu'il pourrait rester à la maison jusqu'au bout alors même que les conditions ne sont pas réunies, le poids que l'on fait peser sur les proches. Est-ce qu'on peut s'autoriser à demander encore à rester à la maison si on sent tout l'impact que ça a sur notre entourage? Est-ce qu'on peut dire non, en fait, je suis bien avec toi à la maison, mais je suis plus en sécurité quand je suis ailleurs. Je suis plus en sécurité si j'étais à l'EHPAD, si j'étais à l'hôpital, parce que je me sens mieux. Puis il y a aussi l'impact financier, en fait. Est-ce qu'on peut dire, là, je peux plus être à la maison, j'ai trop peur, et je serais peut-être mieux dans une maison de retraite, mais ça va coûter à bas prix 3 000 € par mois, et est-ce qu'on peut mettre ça, en fait? Donc c'est aussi penser le patient sans penser l'environnement, c'est se tromper. Donc c'est aussi important d'avoir ça en tête. Donc dans la construction, il va falloir découvrir ça. Découvrir ça, c'est laisser parler, c'est rencontrer, mais c'est avoir ça en tête. Il y a aussi une chose très très importante, nous on l'expérimente assez souvent, c'est que on fait souvent les entretiens avec le patient et un membre de sa famille. Il ne se dit pas du tout les mêmes choses en fonction si c'est le fils qui habite juste à côté ou celui qui habite très très loin. Et parfois c'est vraiment des choses très très différentes. Devant Jacques, on va dire je veux bien la dernière chimio parce que vraiment je pense que je peux la supporter, ça va être cool et je vais vivre plus longtemps. Et puis devant Pierre, devant l'autre, on va dire que la vie est un fardeau, que c'est l'enfer ce qu'on est en train de vivre, c'est du vécu, hein, et que plutôt mourir que de vivre ça. Et c'est la même personne, c'est le même patient, c'est la même situation. Donc il y a des réalités différentes et il faut prendre tout ça en compte et c'est ça en fait. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une façon de penser les choses. Il faut avoir conscience de cette complexité-là. Je sais que je ne vous facilite pas la tâche, là, mais c'est important de l'avoir en tête. Et puis en plus, il y a encore un dernier point, c'est que un patient, c'est un citoyen, c'est un homme, c'est quelqu'un qui est au sein de la ville et qui vit aussi dans les injonctions sociétales. Et on voit qu'il y en a. On voit qu'il y en a même beaucoup. Et particulièrement dans le cancer. Particulièrement dans le cancer, parce que s'il y a une maladie où on impose, c'est peut-être un peu extrême, mais finalement c'est peut-être un peu ça. Le patient cancéreux, c'est un héros. Il se bat, il s'est battu jusqu'au bout, il y a la course des héros, il y a toute la sémantique qu'on retrouve dans la littérature, c'est la sémantique héroïque, la sémantique du combat. Et il y a même des patients, moi je pense à un patient en particulier qui va illustrer ces deux propos, c'est que c'est un patient jeune, je regarde Dauphine parce qu'on l'a vu ensemble, un patient jeune d'une 40aine d'années, qui a un cancer pulmonaire en situation palliative très terminale. Et alors, la première chose, il y a sa femme à côté qui lui dit moi j'ai perdu mon père, il avait 50 ans, il est mort d'un cancer, mais lui, cet abruti, il s'est pas battu, toi tu vas te battre jusqu'au bout. Alors on le voit à côté, il est tout penaud, là, ouais, je vais me battre, je vais faire ce que je peux. Avec des métas cérébrales, un truc un peu chargé. Et puis j'ai perdu le propos, qu'est-ce que je voulais dire à côté de ça? Et puis oui, voilà, nous, dans ce truc-là, en fait, il va falloir, on a un peu construit comme ça, de façon un peu intuitive, on a présenté notre action comme un combat. Donc on a repris toute la sémantique du combat, on va se battre avec vous, certes, il n'y a plus de chimiothérapie, mais on va avoir d'autres armes à vous proposer. Et en fait, on a construit tout ça comme ça. Et grâce à ça, je pense, il y a un moment où, parce qu'on a pu reprendre ça, il s'est laissé aller à un peu de vulnérabilité. Parce qu'il a dit, comment je vais dire ça à mes enfants là en rentrant, parce que le traitement qui venait des États-Unis n'a pas marché. Comment je vais dire ça à mes enfants? Et juste là, on a dit, peut-être que ce soir, on a le droit de dire que c'est une mauvaise nouvelle et que ça va pas être un soir sympa. Peut-être que ce soir, en famille, vous avez le droit de vous dire que ça fait chier. Et là, il s'est mis à pleurer. Et là, je pense que c'est le moment où on a eu un peu d'authenticité.
c'est exactement ce dont on va parler juste après, et ça va l'illustrer, c'est la question de la parésia. C'est comment on peut dire la vérité, comment on peut tout dire, mais en fait ça se construit, comment on amène ça. C'est pas ce qui est dit l'important, c'est comment on le dit. Attends, j'ai encore... Je suis hyper longue. Tout va bien. Vis-à-vis du patient, je vais reprendre rapidement ce qu'on s'est dit, parce qu'en fait, on l'a déjà dit, c'est la question de pas aller dans les deux extrêmes. Le premier, c'est se déresponsabiliser complètement en disant c'est le choix du patient, je lui laisse la main, tout est de son côté, avec cet alibi éthique de voilà, moi j'ai présenté les choses, vas-y mon gars, c'est à toi de choisir, moi j'y suis pour rien. Et le deuxième, c'est une implication trop importante. Parce qu'en réalité, le mouvement, il est un peu entre les deux. C'est-à-dire, c'est présenter tout ce que tu as dit, hein, la réalité scientifique, la réalité comme ça, et puis la laisser se faire malmener par la réalité du patient. Hein, donc, c'est se laisser guider, faire confiance au patient, se faire un peu confiance parce qu'il va nous embarquer, hein, suivre une trajectoire, rectifier un petit peu la ligne de temps en temps, mais on va faire un chemin ensemble, on ne sait pas exactement où ça va nous mener. Et ça, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que c'est quand même une relation interpersonnelle qui expose quand même le médecin à un fort désir empathique. Et là, je vais reprendre aussi les mots de François pour ce désir empathique qui vient quand même, dans un mouvement émotionnel, guider le médecin, et qu'il faut faire attention quand même que le combat du patient ne devienne pas le combat du médecin. Ça, c'est quand même extrêmement important. Parce que c'est un peu à ça que ça expose. Et que finalement, les colloques singuliers, être en face à face avec le patient, c'est une zone un peu dangereuse. Et il faut toujours penser que si on est le seul référent, y a à nouveau une asymétrie qui risque de se placer, c'est-à-dire qu'on redevient le référent unique tout-puissant. Et comment on peut dire non à un référent unique tout-puissant? Comment on peut déplaire? Comment on peut lui dire que là, ce qu'il amène, c'est pas possible? On est le bon patient, il va falloir répondre parce que la relation exige ça, en fait. Donc c'est très important. Et la seule façon de s'en extraire, c'est d'apporter du tiers. C'est qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive dans cette relation. Parce que cette relation, elle est essentielle, mais il faut quand même du tiers. Et le tiers, c'est de la collégialité, c'est la pluridisciplinarité, et c'est pas toujours facile à faire vivre. Nous, là, on a un exercice hyper simple. On est au cœur de l'établissement, on parle, on a le bureau à côté, le soin palliatif, l'oncologie, l'équipe mobile, le service, on va au domicile, on a un rôle hyper facile en fait. Hein, on vit, nous, la porosité, les cotones en permanence. C'est beaucoup plus compliqué quand on est à domicile, quand faire de la collégialité, c'est du bénévolat parce que c'est pas rémunéré, parce que c'est sur notre temps libre. Moi, je vois que beaucoup de médecins traitants viennent en sortie quand on va à domicile des patients sur leur journée off. Moi, je trouve ça aberrant. Parce que c'est un temps essentiel, c'est un temps qui est riche et c'est un temps qui devrait être extrêmement rémunéré, tant il est utile et pertinent. Et puis, ça dépend aussi du lieu où on exerce, tout simplement. Et puis ça dépend un peu aussi des collègues. Parce qu'en fait, pour se parler, il faut bien se connaître, mais si on se connaît trop, on a parfois un peu du mal à se parler et à se dire la vérité. Et puis, il faut avoir un lien de confiance, il faut se respecter. Et puis ça aussi, ça se construit, c'est pas toujours... c'est une alchimie un peu complexe, quand même. Je rebondis. Je rebondis donc sur la collégialité, effectivement. L'annonce, et puis ce qui va nous amener à la décision partagée, c'est quelque chose qui implique bien sûr cette collégialité. Ça implique du partage. Le partage, il est clair avec le patient, avec son entourage. Il peut être clair avec les soins de support. Il est parfois plus complexe parce qu'effectivement, lorsque les médecins de ville, les oncologues, les soins palliatifs, on n'est pas toujours en phase, on n'est pas toujours disponibles les uns envers les autres, et c'est parfois compliqué, mais c'est primordial. Et puis, cette décision partagée, elle ne peut se faire et elle implique une coopération palliative qui doit être précoce. Et s'il y a un seul mot à retenir, je pense que c'est la précocité de la prise en charge en soins de support. En oncologie et en oncologie digestive, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Il y a des études récentes d'équipes françaises qui ont montré que la participation active et précoce des soins palliatifs améliorait la qualité de vie et avait des effets sur la survie.
sans progression et la survie globale des patients. Donc ça, c'est fondamental. Ça nous impose aussi, lors de la consultation d'annonce, voilà, d'évaluer les problèmes, d'évaluer les symptômes et très rapidement d'inclure les soins de support au sens large dans un protocole de soins et dans les plans personnalisés de soins. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place progressivement sur l'établissement, mais c'est fondamental. Ça permet aussi de, c'est un petit peu pompeux, mais de poursuivre le processus d'autonomisation du patient. On parle de décision partagée, il faut qu'il devienne acteur, il faut l'aider lorsqu'il est en difficulté, mais il faut savoir l'écouter et adapter l'offre des soins à ses singularités, même si on ne peut pas maîtriser toutes les singularités du patient. Ça enrichit la relation entre le soignant et le patient, ça crée du lien, en s'intéressant à l'individu dans sa globalité et non à sa maladie, ça c'est fondamental. En tant que gastro-entérologue, en tant que spécialiste d'organes, en tant qu'oncologue digestif, on a été formé voilà, au traitement d'une maladie, éventuellement d'une personne, mais en fait, ces zones frontières, elles doivent être complètement franchies pour essayer vraiment d'essayer de mieux prendre en charge ces patients. Bien évidemment, et ça c'est quelque chose pour lequel on essaye de se battre modestement sur notre établissement, il faut éviter l'intervention trop tardive, qui est une source d'abandon pour le patient. Et la participation des soins de support et de nos équipes de soins palliatifs permet aussi de soutenir les équipes, parce qu'il ne faut pas oublier que les soignants, que ce soit le médecin, l'aide-soignante, l'infirmière, la psychologue, l'assistante sociale, ils sont aussi en souffrance. Et donc ça, c'est aussi une dimension qu'il faut prendre en compte. Je vais te laisser parler du concept de parésia avant de conclure. Oui, parce qu'on aime bien les mots compliqués, en fait. Après les cotones, on va parler un peu de la parésia, mais en fait, on en a déjà parlé. Parce que la parésia, étymologiquement, et d'ailleurs, je vais remercier Julie aussi de m'avoir un peu initiée à ça au travers du mémoire qu'elle a écrit, et on l'avait travaillé, on en a beaucoup discuté. En fait, la question, la parésia, je voulais juste en parler un tout petit peu, parce que là, on ne cesse de parler de comment on se parle, comment on dialogue, comment on dit ça, comment on dit la vérité. Parce que la parésia, étymologiquement, c'est dire vrai, en fait. Or, dire vrai, c'est compliqué, c'est un exercice délicat. C'est pas tant ce qui est dit, c'est la façon de le dire. Et en fait, c'est un peu ça. C'est pour conclure, parce que je vois aussi l'heure, mais c'est que dire, ça nécessite tout ce chemin parcouru initialement. Ça nécessite d'avoir écouté, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Ça nécessite d'avoir avancé avec l'autre, que ce soit le patient, que ce soit nos collègues, que ce soit les familles. Ça se construit. Voilà, ça ne se décrète pas. Ça se construit. Je vais conclure assez rapidement en quelques mots. Je vais faire un peu de la publicité pour mon livre de chevet, qui est le traité du jardin punk, puisqu'on parle d'écotones. Et c'est un thème qui m'est cher, le jardin punk. Le jardin punk, c'est quoi? C'est écouter la nature, savoir comment la nature, elle peut se développer, comment on peut l'aider à se développer, comment elle peut permettre à l'homme de se développer. C'est la permaculture. Et bien en fait, la coopération compalliative, c'est du jardin punk. C'est sortir du jardin très rangé, très organisé, très tendu, très chimique, qu'on nous a appris en oncologie, en tout cas nous, aux oncologues médicaux, et essayer de s'écouter et de s'enrichir les uns les autres dans nos spécialités. Donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tous bu du petit lait en vous écoutant, en tout cas moi c'est sûr. Et donc on enchaîne avec le docteur Jean-Michel Pelloni qui est pneumologue à Bagatelle et Julie Pouget qui est médecin de soins palliatifs à Bagatelle également. Et donc vous avez si possible 25 minutes à peu près à deux. Julie, 25 minutes à deux. et ensuite on aura un quart d'heure de discussion avant d'aller manger. Bonjour à tous, merci à Élise, à Dauphine déjà de nous avoir invités à parler aujourd'hui. Moi, je vais vous faire une partie avec Jean-Michel qui est un peu plus opérationnelle, même s'il y a des petits éclairages. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir, finalement, on a parlé de tout ça, de comment coopérer, sortir des colloques singuliers, repérer. Bon, mais maintenant, comment on le met en œuvre ?
hein, comment on essaye de le faire vivre au sein de nos institutions. Est-ce qu'il y a des modèles qui ont été pensés? Et on va essayer de voir comment c'est possible et puis comment ça se vit sur tous les lieux où vont vivre le PALAD dans ces écosystèmes. Vas-y. Bonjour à tous, je suis donc Jean-Michel Pelloni, je suis pneumologue sur la structure. Je remercie toute l'équipe de l'USP, on va le dire maintenant, de m'avoir convié à ce colloque. Je voulais d'abord vous dire merci au nom de toute l'équipe parce que notre collaboration a permis de complètement changer la prise en charge de nos patients. Et la pneumologie, il n'y a pas que l'oncologie thoracique, il y a aussi toute la prise en charge de l'insuffisance respiratoire chronique qui, particulièrement en phase terminale, ont aussi besoin d'une prise en charge dans le cadre des soins de confort, mais aussi des soins palliatifs. Là, moi, mon propos, au début, je m'étais dit on va faire un peu de science dans le dur. J'ai changé d'avis, donc je vais faire un peu des généralités par rapport au principe de l'écotone, là, de voir un peu dans quel milieu maintenant l'oncologie, et particulièrement à partir de l'oncologie thoracique, nous évoluons en tant que médecins et comment les patients évoluent là-dedans. Sachant que je suis le plus vieux, donc on va faire comment c'était avant un peu, et comment c'est maintenant. On est en plein changement, tout le monde l'a vu. J'ai commencé la pneumologie quand on se plaçait un patient de stade 4 entre un interne et un autre, on était quasiment le dieu de l'année. Pour arriver maintenant dans un écosystème oncologique qui s'est complètement bouleversé en 20 ans, et avec un avenir là, qui est un avenir récent, où, comme le dit mon maître, l'ambition est de soigner chaque patient de façon unique grâce à la convergence des sciences et de la technologie. Et dans les plans qui se mettent en place, la proposition de soins de support personnalisés est de plus en plus mise en avant. Soins de support, ça va... je crois qu'il faut de faire de moins en moins la différence entre le soin palliatif et le soin de support. Et il faut totalement intégrer cette prise en charge assez tôt dans la prise en charge des patients, particulièrement chez les patients qui sont des patients évolutifs rapidement. Donc en 20 ans, on a des progrès scientifiques qui sont majeurs dans le diagnostic, avec des apports dans la biologie moléculaire qui permettent maintenant, grâce au NGS, de séquencer les gènes tumoraux et afin d'avoir une personnalisation de traitement et de traitement ciblé. Des apports dans le diagnostic avec les progrès de l'imagerie. En 2003, on faisait du scanner, il n'y avait pas de TEP, il n'y avait pas d'IRM. En 2020, on a du scanner, du TEP, on a du TEP qui s'évolue, qui se spécialise avec, c'est plus que du FDG, il y a du TEP à la choline, il y a des TEP à la dopamine, il y a les apports de l'imagerie qui est maintenant d'imagerie couplée, donc le TEP scanner, l'IRM couplé au TEP dans certains pays comme le Japon, l'Allemagne de plus en plus. Tout ça va nous amener dans un diagnostic qui va être beaucoup plus précis, mais aussi qui peut être beaucoup plus long dans le temps pour avoir tous les éléments pour la prise en charge diagnostique. On a progressé dans les thérapeutiques. C'est simple, en 2003, arrivait l'Alimta dans le mésothélium, il n'était pas encore dans le cancer du poumon. Donc en chimiothérapie, on disposait à peu près de 4 produits dans le cancer bronchique. De 2 pour ce cancer à pied de cellules, et puis on sortait du Gemox dans le mésothélium pour arriver à mettre un sel de platine et de l'Alimta. Et en 20 ans, sont arrivées les thérapies ciblées, les anticorps, l'immunothérapie récemment, les combos de tout ça. Est-ce qu'on fait de l'immunothérapie avec des anticorps? Est-ce qu'on fait de l'immunothérapie, de la double immunothérapie, l'immunochimiothérapie? Des progrès dans la radiothérapie, la stéréotaxie qui n'existait pas. La tomothérapie, maintenant la protonthérapie. Tout ça couplé plus ou moins à de l'imagerie pour affiner toute la prise en charge des patients. Et puis les progrès chirurgicaux. Progrès chirurgicaux, il y a 20 ans, la CTVA débutait dans la chirurgie thoracique à peine. C'est-à-dire qu'on faisait encore des thoracotomies latérales, postérolatérales pour enlever un lobe du poumon. Maintenant, on fait de la CTVA, ça c'est donc la chirurgie
thoracique vidéo assistée, l'équivalent d'une célioscopie dans le thorax. Et puis maintenant, il y a la chirurgie robot assistée, où on fait encore moins de cicatrices. Et tout ça, ça s'intègre, ces progrès scientifiques, dans un monde qui a évolué. Il n'y a rien qu'à voir maintenant quand un congrès comme l'ASCO arrive. Dans tous les journaux, il y a un compte-rendu des progrès thérapeutiques. Il y a l'accès à l'information du patient avec tout ce qu'on connaît, les médias. Juste c'est pareil, hein. Internet, c'est 1996, c'est pas si vieux que ça. Donc maintenant, il y a un accès global de l'information. Et il y a aussi toute l'importance des associations de patients dans la prise en charge des patients. Tout ça pour vous dire que ça se complexifie, mais qu'on a aussi des bonnes nouvelles. Donc là, c'est un patient qu'on a pris en charge en 2020. Son TEP initial, c'est celui-là. Une grosse charge tumorale, un patient qui crache du sang, qui n'est pas en grande forme à la prise en charge. Il va bénéficier d'un traitement par chimio-immunothérapie. Vous avez la deuxième TEP à 3 mois derrière, puis une TEP à 2 ans, puis la TEP qui est récente là de 2023. Donc ce patient, il y a 20 ans, on ne sait pas ce qu'on on pense très franchement qu'il ne serait pas là. Donc on rentre sur un patient, des gens qui répondent à des traitements de façon plus importante, donc il faut rester aussi raisonnable. Tout le monde ne répond pas comme ça. Mais il y a un certain nombre de patients qui vont se retrouver avec une maladie qui va être contrôlée et dont on ne sait pas aussi leur dire si elle est contrôlée ou si elle est guérie. Elle est contrôlée. Il y a des patients très symptomatiques qui arrivent, où il y a quelques années, on ne sait même pas si on serait allé au diagnostic. C'est une dame de 66 ans qui arrive avec ce scanner, vous voyez à gauche, dans un état de comitialité, de troubles cognitifs. Grâce au progrès, on a réussi à avoir un diagnostic en moins de 48 heures. Elle fait maintenant du séquençage dans le sang périphérique. Elle est mutée EGFR, elle reçoit un traitement par Tagrisso. 1 an et demi après, il y a une IRM cérébrale qui montre qu'il n'y a plus de lésions. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Tout ça, c'est pas la majorité des patients, mais c'est une part de plus en plus importante des patients. Grâce au séquençage, maintenant, dans l'adénocarcinome, on sait qu'il y a à peu près 40% des gens qui vont avoir accès à une thérapie ciblée, quelle qu'elle soit. Donc, il faut qu'on fasse les examens pour pouvoir amener au fur et à mesure les patients à un traitement personnalisé. Personnalisation des traitements, ça augmente donc la complexité des décisions. Parce que, évidemment, ces 2 patients qui arrivaient, qui n'étaient pas PS2, quand vous les prenez en charge, on a des référentiels. Et vous voyez que PS2, c'est soins de support dans les référentiels actuellement. Donc tout ça se demande des discussions. Tout ça, ça pose la place aussi des médecins experts en soins palliatifs au sein de la prise de décision. Est-ce qu'ils doivent être à la RCP d'emblée? Est-ce qu'il faut savoir où les contacter au coup par coup? Tout ça, moi, j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai une idée, mais j'ai pas de réponse. L'idée, c'est que en oncologie thoracique, dans certaines structures, la place du médecin des soins palliatifs, elle peut être dès la RCP de décision pour les traitements. C'est pas qui se fait partout comme ça, mais il nous arrive d'en discuter, nous, dès la prise en charge, en fait. La complexité, c'est aussi, comme je vous disais, c'est juste des exemples, hein, on ne va pas faire tout le cancer du poumon, loin de là. C'est cancer non épithermoïde de stade 4 sans altération ciblable, donc les gens qui n'ont pas accès à des traitements par thérapie ciblée. Il y a encore 10 ans, on faisait une chimiothérapie de première ligne, on avait le choix entre 2 sels de platine et puis 4 produits. Et là, vous voyez maintenant, il y a des options, il y a de l'immunothérapie, il y a des anticorps, et tout ça fait qu'on est amené de plus en plus à décider des traitements de façon de plus en plus complexe. La deuxième ligne, avant, c'était une monothérapie. Là, on a des chimio-immunothérapies, des immunothérapies seules, sans compter tous les essais cliniques derrière.
Donc la maladie cancéreuse, maintenant, ce qu'il faut avoir en compte, hors chirurgie pour le cancer du poumon par exemple, c'est une maladie qui peut devenir chronique. Donc elle va avoir toutes les conséquences de la prise en charge d'une maladie chronique. C'est là-dedans que s'inscrit la place grandissante des soins de support. De gérer les traitements pendant le traitement, avec la gestion des effets secondaires des traitements, mais aussi tout ce qui va concerner l'après-cancer. C'est-à-dire comment on va gérer chez des gens qui répondent longtemps des effets secondaires qui sont des effets secondaires médicamenteux, donc avec l'immunothérapie, un certain nombre de patients qui ont accès à des traitements thyroïdes contre les dysthyroïdies. On a régulièrement avec les gastro-entérologues des gens qui présentent des colites. Est-ce que ces traitements, est-ce que ces affections vont rester longtemps ou pas, c'est difficile à dire. Et puis il y a toute la prise en charge psychologique de quelqu'un à qui on a fait une annonce de cancer, à qui on a traité d'un cancer, et puis à qui on va dire, maintenant, il n'y a plus de traitement, par exemple avec l'immunothérapie, on est obligé de l'arrêter au bout d'un certain temps. On va vous surveiller, et on va voir si ça continue à répondre. On va voir si ça revient. Mais et il y a toute la prise en charge de cet après-cancer qui est à organiser et qui fait partie intégrante de la prise en charge des patients. Et enfin, ça va être une grande place du propos pour après, c'est la place des soins palliatifs précoces, effectivement. Donc, ça, c'est sorti de l'ATS, là. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait des symptômes physiques sévères pour faire appel aux médecins des soins palliatifs? Peut-être, mais est-ce qu'il ne faut pas le faire un petit peu avant pour certains patients? Il faut vraiment se discuter, je pense, très tôt dans l'annonce des patients cancéreux. Merci Jean-Michel. Alors, j'ai demandé à Jean-Michel de faire cette partie parce que je trouvais que en pneumologie, en oncopneumologie notamment, la très grande avancée des progrès dans les traitements du cancer faisait varier la place de la frontière. Et que du coup, là où il était assez aisé d'intervenir en oncopneumologie pour les équipes de soins palliatifs, parce que les ABAC, les trajectoires de patients étaient assez prédictibles, tout d'un coup, tout se transformait. Et on a eu plein de moments d'échanges un peu hasardeux, où on se posait beaucoup de questions sur, finalement, d'habitude, je t'aurais dit de venir, mais là, j'ai beaucoup d'espoir dans ce traitement, donc on attend un peu. Et on s'est beaucoup posé la question de, finalement, comment est-ce qu'on se réinterfaçait et à quel endroit. Et donc, du coup, je trouvais que c'était assez emblématique de nos questionnements d'aujourd'hui. Je vais revenir un peu sur les recommandations. En réalité, l'ASCO, donc c'est l'association américaine de cancérologie, recommande depuis 2012 et l'a réaffirmé en 2017 que les soins palliatifs doivent être intégrés le plus précocement possible, y compris dès le diagnostic, dans les prises en charge oncologiques dont la guérison n'est pas attendue. Et donc la question n'est plus de savoir si on intègre les soins palliatifs, ça vaut la peine, mais quand et comment, voilà, pour optimiser la prise en charge du patient. Les soins, il y a plusieurs façons d'intégrer précocement les soins palliatifs. Alors, il y a le vieux modèle que paye, il a été dit tout à l'heure, la violence de l'annonce de l'incurabilité et ce à quoi est associé le mot palliatif. Le mot palliatif, il n'est pas associé à l'incurabilité, il est associé au presque mort, à l'imminence du décès. C'est mon mari qui dit ça. Et effectivement, longtemps, on a été sur la ligne A. C'est-à-dire que les soins palliatifs intervenaient à la toute fin de la trajectoire de vie du patient, très très éloigné du diagnostic, et finalement précédaient la mort. Et donc, ça a généré des représentations pour la discipline que nous continuons de payer. Et que potentiellement, on a voulu, enfin, je ne sais pas si on l'a voulu consciemment, mais en tout cas, on a été acteur de ça. Et puis, petit à petit, on va vers le modèle B, où rapidement après le diagnostic, on introduit les équipes de soins palliatifs, mais elles ont une part infime dans la prise en charge du malade. Et puis, plus la maladie s'aggrave et les symptômes apparaissent, et plus la place des soins palliatifs est prépondérante.
Il y a d'autres modèles qui sont ceux qu'on rencontre notamment avec certains patients atteints de cancer qui sont d'emblée très symptomatiques et à qui, par exemple, on nous demande d'intervenir, d'avoir des interventions très fortes comme soins de support, mais où on nous associe d'emblée comme étant un soin de support et qui, du fait de l'incurabilité, est demandé aux équipes de soins palliatifs. Et là, par exemple, je pense aux patients atteints de cancer du pancréas, d'emblée très douloureux, dont le pronostic est sombre et pour lesquels on va avoir des prises en charge intensives, techniques, avec des PCA, des surveillances, des télésurveillances de PCA, enfin voilà, des choses qu'on construit avec les équipes ici. Le modèle D reprend un peu le modèle B, mais il inclut l'hospitalisation, c'est-à-dire le recours à l'hospitalisation en soins palliatifs comme une modalité de prise en charge. Et donc on voit aussi que ça peut être très précocement par rapport au moment du décès. Par exemple avec l'avènement de symptômes complexes qui va nécessiter des temps d'hospitalisation, parfois courts, pour réajuster le traitement spécifique, parce que c'est plus compliqué de le faire en ambulatoire. Ou alors de le faire en ambulatoire dans des séjours d'hôpital de jour. Et puis, le dernier graphique, il intègre quelque chose qui est au cœur de la philosophie des soins palliatifs, qui est l'accompagnement du deuil, et qui est très souvent oublié, mais qui ne peut se faire que s'il y a eu tout ce travail préalable avec le patient et avec sa famille. Je reprends l'idée du continuum, c'est-à-dire qu'on part des années 80 aux soins palliatifs des derniers jours, et puis le temps passe et on essaye d'ouvrir le cercle sur les soins palliatifs, l'approche globale dans les parcours de soins oncologiques. Il y a plusieurs modèles pour intégrer les acteurs de soins palliatifs dans les parcours de soins. Ça, c'est le modèle qui est basé sur l'expertise des acteurs. Elle est assez intéressante parce qu'elle définit 3 niveaux de gradation de l'offre de soins palliatifs, de l'offre de soins palliatifs primaires, secondaires et tertiaires. Je vous la fais courte, mais en gros, les soins palliatifs primaires, ils sont administrés par le monde du soin primaire, donc les médecins généralistes, les infirmiers libéraux, les kinés, etc., etc. Il peut s'y ajouter l'expertise qui vient du tertiaire, mais qui vient au domicile, qui est celle des équipes mobiles de soins palliatifs, selon des critères qui diffèrent en fonction notamment, ce que disait Frédéric tout à l'heure, de la disponibilité des acteurs en soins primaires. Et on voit qu'il y a une très grande disparité mondiale entre la place que vont prendre les acteurs de soins primaires dans l'accompagnement des patients en situation palliative en fonction des endroits du monde. 50% au Canada contre 85% au Japon, en Australie notamment, où les acteurs de soins primaires sont disposés en nombre suffisant et sont de réels acteurs de ce dispositif. Bon, en France, je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'ai le sentiment que c'est insuffisant. En tout cas, qu'il n'y a pas de place suffisante donnée à ces acteurs-là pour qu'ils exercent. L'offre de soins palliatifs secondaires, c'est l'offre de soins palliatifs qui est dispensée par les équipes d'oncologie. On va voir après quels sont les critères requis pour pouvoir administrer ces soins. Et puis le tertiaire, c'est tous les professionnels pluridisciplinaires ayant reçu une formation en soins palliatifs, donc ça va du médecin, l'infirmière, la psychologue, le psychothérapeute, le psychomotricien, la diététicienne, enfin voilà, j'en passe. Donc on voit que là, on grade les soins en fonction de la compétence. Ça, c'est le petit panneau qui dit comment il faut être compétent, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour administrer du soin palliatif primaire ou secondaire si on n'est pas formé. Je l'ai rapidement lu, je suis même pas sûre de moi tout bien savoir faire. Donc c'est vraiment, ça me paraît compliqué comme modèle en tout cas. Là, on est sur un modèle qui est que les soins palliatifs finalement, ils doivent aller vers l'écosystème du patient. C'est-à-dire le patient, là où il est, il doit recevoir des soins palliatifs, il devrait. Donc c'est plutôt dirigé d'ailleurs vers la sphère ambulatoire, la sphère domicile, puisque c'est là que séjourne le plus le patient. Donc il y a c'est des modèles anglo-saxons, donc il y a ce qu'on appelle les hospices, donc c'est les équipes de soins palliatifs qui vont à domicile. Il y a les équipes de soins palliatifs du soin primaire qui les administrent, et puis il y a une petite dimension qui est le patient qui est hospitalisé.
Et puis là, c'est un modèle qui est un peu hybride entre primaire, secondaire, tertiaire, et puis l'endroit. Et finalement, à gauche, c'est le premier schéma, hein, la première pyramide, et à droite, c'est le recours aux soins palliatifs tertiaires dans l'endroit du primaire ou du secondaire, parce que y a des symptômes trop complexes qui vont nécessiter une expertise surajoutée, peut-être temporaire, mais qui vient en soutien de l'équipe là où elle s'exerce, qui ressemble peut-être un peu plus au modèle que nous, on expérimente en France. Qu'est-ce que ça a comme effet, ces dispositifs, hein? Ces dispositifs d'intégration précoce des soins palliatifs en oncologie, ça va améliorer les critères de qualité de vie. Alors c'est très très prouvé dans le cancer du poumon. La satisfaction à l'égard des soins, le contrôle des symptômes, l'humeur, la compréhension de la maladie. Ça diminue les chimios reçus dans les 14 derniers jours de vie, hein, pour éviter qu'on continue de faire cette blague aux oncologues, hein, sur les clous du cercueil pour éviter de faire la dernière chimio. Le changement de profil du lieu de décès, hein, avec une réorientation vers le domicile, et moins de passage aux urgences, ce qui devrait notamment intéresser nos tutelles. La diminution des hospitalisations dans les unités de soins critiques, hein, les réa, les urgences, etc. L'augmentation de la survie dans certaines études, c'est pas dans toutes les études, mais il y a quand même quelques études qui montrent 4 mois de survie supplémentaire avec prise en charge palliative, symptomatique, exclusive, seule. Ça a des effets sur les aidants, ça a des effets sur les soignants, et ça augmente la formalisation des outils de parcours dont je vais un peu vous parler. Alors bon, super, merci. Et alors, et comment on fait? Eh bien, il n'y a pas, je vous dis, il n'y a pas de modèle prédéfini, mais on peut s'orienter vers différentes modalités. Alors, je vais vous les présenter. Il y a ce que moi j'ai appelé les réunions onco-palliatives hebdomadaires ou bimensuelles. C'est ce qui est expérimenté, je vais vous en reparler un petit peu, les RCP onco-palliatives. Ça, c'est un dispositif qui existe, que je vais approfondir. Il y a ce que nous, on expérimente, c'est les staffs hebdomadaires dans un service spécialisé d'organes, où on parle des patients hospitalisés en situation oncologique notamment. Et là se pose la question de quelle place on fait aux soins primaires dans ces dispositifs, hein, qui sont peu invités parce que c'est très institutionnalisé dans les milieux hospitaliers et que c'est compliqué de le faire vivre avec le soin primaire, même si depuis le Covid, on a quand même quelques outils de coopération à distance qui nous permettraient de le penser. Il y a les interventions des équipes pluriprofessionnelles de soins palliatifs, hein, les consultations, par exemple, de médecine palliative dans le panel des soins de support, et puis les interventions des équipes mobiles qui peuvent venir en milieu hospitalier et à domicile. Alors, nos tutelles ont aussi pas mal fait bouger les lignes de ce point de vue-là. Nous, on était très cantonnés par le passé à un exercice hospitalier. On va de plus en plus vers le domicile et on en est ravis. On en voit la richesse, hein, d'ouvrir les frontières. Il y a le recours hospitalier à l'expertise de médecine palliative, donc l'hospitalisation ambulatoire, hein, les hôpitaux de jour, soins de support, ou les hospitalisations conventionnelles dans les unités d'expertise de médecine palliative. Et puis, il y a toute cette question qui reste en suspens, qui est celle de l'astreinte territoriale de soins palliatifs, c'est-à-dire avoir recours, dans un temps donné de l'urgence, par exemple, à un médecin de soins palliatifs, formé aux soins palliatifs, qui va pouvoir nous guider dans la prise en charge du patient. Et puis, enfin, il y a tous les outils de parcours, hein. Je vous disais tout à l'heure que la coopération précoce, elle va favoriser qu'on puisse écrire et discuter avec le patient et laisser une trace de qu'est-ce qu'on a pensé pour lui en termes de parcours. Donc, tout ça, ça se travaille en coordination et je crois à la place des soins palliatifs dans cet exercice parce que il y a cet effet de passerelle, hein, entre différents écosystèmes, tout en étant un nous aussi. Est-ce que nous serions l'écotone nous-mêmes de... Enfin bon, là, c'est Inception. Et un des outils, entre autres, qui vient du monde anglo-saxon, qui est peu usité en France, qui est l'Advanced Care Planning, ou planification anticipée de soins. Donc, je vais vous la présenter aussi. Il y a également la fiche urgence Pallia,
Hein. C'est en débat aussi parce que c'est difficile de faire marcher ces outils avec la structuration de l'offre de soins en France, avec les outils technologiques dont disposent les équipes de soins, etc. L'interpénétrabilité des réseaux des uns et des autres qui n'est pas possible, mon espace santé qui n'est pas alimenté, enfin voilà, j'en passe. Il y a les prescriptions anticipées personnalisées, ça c'est un grand classique des soins palliatifs. Paliurge, dont je vous parlerai un petit peu, qui est un dispositif hybride qu'on a créé nous, et puis ce qui est développé par le HAD, notamment dans les établissements médico-sociaux, tout le travail de préadmission. Je vous parle un peu des RCP. Donc les RCP oncopalliatives, je vous en parle, elle est expérimentée par exemple depuis 2002 à l'hôpital Cochin, donc c'est pas un truc que je sors de mon chapeau. Elle est fondée sur les besoins et le pronostic. Elle permet de co-décider en situation de maladie évolutive mortelle à court ou moyen terme. Et ça fait référence dans l'histoire au binôme chirurgien-oncologue où à l'époque, les RCP ont émergé, je fais référence à Jean-Michel là-dessus, mais sur la variation du curseur de la décision entre le chirurgien qui proposait une thérapie chirurgicale pour traiter le cancer et l'oncologue qui, par les progrès de la médecine, amenait d'autres typologies de traitement. Et donc, c'est un nouveau déplacement du curseur pour amener les soins palliatifs auprès de l'oncologue, comme il a été amené lui-même auprès du chirurgien. Ça permet de faire de la collégialité, pour neutraliser la charge émotionnelle dont vous a parlé Élise et Armelle, à laquelle est soumis le médecin référent. Ça normalise l'intervention des soins palliatifs, ça permet que ça fasse partie de la trajectoire de soins du patient, ça fait partie de l'offre, du panel de soins qu'on lui propose dans son parcours de soins. Ça permet de prendre conscience de la complexité de ce que vit le patient, de croiser les regards, croiser les échanges qui ont été faits. Ça permet de se dire moi, il ne m'a pas dit ça, mince. Chercher à respecter au mieux ses préférences et décider aussi au bon moment de l'introduction des soins palliatifs. Donc c'est l'oncologue, le médecin spécialiste en soins palliatifs, idéalement la personne malade qui est parfois présente mais fictivement. Les conditions préalables à ce dialogue, c'est d'être humble, d'accepter que les soins palliatifs arrivent précocement et soient intégrés à la prise en charge, et puis accepter que le patient ait de l'autonomie. Le lien entre l'oncologue et le patient reste central, on ne vient pas altérer cette relation, et on cherche la démarche décisionnelle la plus juste. Le rythme de ces réunions est hebdomadaire, ça c'est un choix qu'ils ont fait, mais on peut le penser autrement. Et il y a toute une série d'indicateurs qui sont suivis pour voir si c'est efficace. À titre personnel, nous on est invités à la RCP de gastro, on est charmés, on est ravis d'être invités. On voit la difficulté à porter notre parole dans ces espaces-là et que finalement, une RCP bis se rejoue souvent dans le post-RCP ou dans d'autres temps d'échange informels. Et que donc, peut-être, il y aurait à créer un espace particulier pour discuter de ces patients-là. Les limites, c'est est-ce qu'on est juste dans la discussion, dans la décision? Est-ce que les regards sont croisés? Ça, c'est les bénéfices dont tirent les équipes. On voit le patient de façon plus globale, on partage les difficultés, les émotions, les interventions. Ça prévient l'épuisement professionnel. Pour les équipes de soins palliatifs, on met le pied dans la porte et puis on juge ensemble du bon moment, plutôt que de s'imposer de façon arbitraire en disant il faut que j'en sois. Voilà. Peut-être que parfois, il y a à réfléchir au bon moment à en être. Et puis, ça permet de tisser des liens entre les différentes subjectivités des protagonistes. Et c'est ce lien-là qui va permettre qu'on va se dire des choses ou pas. Donc, les limites, c'est qui j'ai en face de moi, les qualités à être altérées par la parole de l'autre. Quand je dis altéré, c'est très positif, mais c'est de se laisser bouleverser, réinterroger. Il a dit ça. Il manque cruellement de médecins en soins palliatifs, ce qui fait que parfois, dans les différents modèles que je vous ai montrés, finalement, on fait du soin palliatif secondaire ou primaire, là où il y aurait besoin de tertiaire, mais parce que juste on n'a pas la graine. Et puis la terre, c'est pour moi l'absence des praticiens, des acteurs du soin primaire et du patient. Sur la planification anticipée de soins, je ne vais pas
Je vais passer vite cette diapo. Je vous présente rapidement en quoi elle consiste. C'est donc une fiche qui tient sur un papier unique, hein, parce qu'il a l'idée d'être lu très rapidement par quelqu'un qui vient, y compris dans le cadre de l'urgence. Elle pose les limitations et les arrêts des traitements, mais qui a nécessité du coup un échange collégial avant. Il faut avoir discuté. Alors là, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu crois qu'il est légitime d'aller jusqu'à telle intensification thérapeutique, hein? Ça demande d'être travaillé en amont, d'être échangé avec le patient, parce que c'est un document qu'on laisse à domicile. Donc si on ne l'a pas dit au patient ce qu'on avait décidé qu'on ne ferait pas, c'est compliqué de lui en laisser la trace sans lui accompagner. Et puis du coup, parfois, le temps du patient n'est pas le temps de décision des docteurs, et donc il faut différer la rédaction de ce document parce que le patient il n'est pas en mesure d'entendre, enfin d'être informé de ces réflexions qui sont menées entre les praticiens. Donc il y a une éthique à la rédaction de cette planification de soins. Dans la planification de soins, on pense le lit de repli, hein, avec un plan A, un plan B, je pense les strates. S'il se passe ça, peut-être c'est mieux qu'il aille là. S'il se passe un truc plus grave, voilà, il vaut mieux que ce soit vers tel endroit qu'il soit administré. Et puis du coup, il faut travailler en réseau, parce que si on travaille dans son silo, dans son réseau, rien qu'à soi, et qu'on n'a pas de place, il faut qu'on ait potentiellement ouvert le patient à ce qu'il puisse être pris en charge par d'autres équipes avec qui on discute. Et nous, par exemple, dans le petit écotone des soins palliatifs, on a ouvert une RCP de médecine palliative, où on parle de nos situations complexes, où on va peut-être pouvoir se les échanger. C'est très vilain ce que je viens de dire. Donc, la question sur les risques symptomatiques est également posée, avec la même vigilance éthique quant à l'anticipation et au fait de ne pas avoir informé le patient que, oui, il risque de faire une détresse respiratoire asphyxique et que ça n'a pas été discuté avec lui. Et puis, on pense les dispositifs annexes, les prescriptions anticipées, la fiche urgence pallia et Palliurge. La fiche urgence pallia, c'est un dispositif national créé par l'ASFAP qu'on envoie au centre 15 et ici à SOS Médecins, qui récapitule un peu de la même façon les éléments de la planification anticipée de soins. Elle a quelques écueils, mais sur lesquels je ne vais pas m'étendre maintenant. Ça, c'est la prescription anticipée personnalisée. Donc, ça, c'est le document que nous, on a créé. On a des items pour chaque symptôme qu'on repère. Donc, d'où l'importance de faire ce travail préalable d'identification des risques, parce que derrière, en découle la prescription des PAP. Et puis, il y a tout un pan sur les pratiques sédatives. Et encore une fois, c'est des documents qu'on laisse au domicile du patient. Donc, il faut avoir parlé de ça avec le patient pour pouvoir les rédiger, en tout cas en l'état. Sinon, on ne le met pas. Enfin, c'est aussi prendre le risque de ne pas tout couvrir. Mais on ne peut pas tout. Hein. On a tous ces points d'impossible de la pratique des soins palliatifs. Je ne vous raconte pas comme c'est difficile. Les directives anticipées, je passe rapidement, mais il existe des dispositifs, notamment d'aide à la rédaction des directives anticipées, qui permettent d'éclairer de discuter avec le patient de ses valeurs, ses représentations, ses souhaits. Et donc ça peut être un élément surajouté dans le dialogue et dans la concertation à plusieurs. Et puis enfin, Palliurge, qui est le dispositif qu'on a créé à Bagatelle, qui permet de maintenir le plus possible le patient à domicile en justement offrant cette ressource en soins palliatifs tertiaires, y compris et surtout téléphoniques, en permettant d'épauler les équipes de soins primaires pour continuer à prendre en charge le patient sur son lieu de vie, et en offrant la possibilité d'un lieu de repli hospitalier avec une garantie d'accès 7 jours sur 7 en journée. Voilà. La place de l'astreinte territoriale qui est grandement débattue en ce moment. Hein, je crois que Palliatif, entre autres, est associé à ça, qui est prévu dans le plan déjà depuis 2021. Nous, en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, on n'a rien du tout ou très peu. Mais l'astreinte de soins palliatifs ne pourra être compétente et avoir une expertise de qualité que si tout ce travail, il a été fait préalablement en amont. Sinon, on va donner des conseils qui vont faire violence aux patients. Voilà. Merci.